Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'espère que vous m'entendez bien. OK, j'espère que oui, j'imagine. Est-ce que Donc, quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, répondre oui dans la boîte de questions pour nous indiquer si le son est bon, s'il vous plaît? merci Simon. Simon, tu pourras me confirmer si... C'est parfait, c'est confirmé. Je vous remercie. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Narcisse Guizovan, je suis professeur de biologie au collégial et ce soir, j'ai le privilège de vous présenter les particularités du programme de sciences de la nature à Brébeuf. Je serai accompagné durant la soirée par Simon Gervais, vous l'avez entendu tout à l'heure, directeur adjoint aux études. Il va m'aider pour la période de questions qui va suivre juste après la présentation. Donc, encore une fois, salut Simon. Comme Bonsoir plan Narcisse, de match, bonsoir tout le monde. bonsoir. Alors, comme plan de match ce soir, je vais d'abord vous présenter les profils qui sont offerts au collège. Vous allez voir qu'à Brébeuf, on a une formation très solide qui prépare très bien les étudiants pour les études universitaires. Ensuite, nous allons aborder les nombreuses activités scientifiques qui sont spécifiques au programme et nous enchaînerons avec un témoignage vidéo d'une finissante. Et à la toute fin, il y aura une période de questions. Vous allez pouvoir poser toutes les questions qui concernent le programme. Alors, je vais maintenant diffuser en direct la présentation. Je vais la mettre en plein écran. Est-ce que vous la voyez bien en plein écran? Est-ce que, Simon, tu peux confirmer que tu la vois aussi en plein écran? Oui, je l'ai dans ma fenêtre. Parfait. Alors, à Brébeuf, nous offrons deux grands profils. D'un côté, le profil sciences pures et aussi le profil sciences de la santé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'abord 9 cours communs ou 2 profils. Il y a un cours de biologie générale, 2 cours de chimie, 3 cours de mathématiques et 3 cours de physique qu'on voit ici au bas. Dans chacun des cours de sciences, il y a une partie théorique, 3 heures par semaine, et une partie expérimentale de 2 heures par semaine. Je voudrais souligner que nos laboratoires en chimie et en physique ont été récemment rénovés et que l'ensemble de nos laboratoires sont bien équipés pour le niveau collégial. En plus des cours du tronc commun, il y a également les cours qui sont spécifiques à chaque profil. En sciences de la santé, il y a un deuxième cours de biologie, anatomie et physiologie humaine, et un troisième cours de chimie, le cours de chimie organique. C'est important aussi de souligner que ces 2 cours sont des préalables universitaires dans plusieurs facultés liées au domaine médical. De l'autre côté, en sciences pures et appliquées, on offre un 4e cours de mathématiques, calcul avancé, et un cours d'informatique. L'objectif ici étant de bien former nos étudiants en sciences pures qui vont plutôt se diriger dans les facultés de génie, d'architecture ou d'informatique. Dans l'un ou l'autre des profils, nos étudiants vont également suivre à la 4e session un cours d'intégration. C'est ce que vous voyez ici, activité d'intégration en encadré. Plus loin, je vous présenterai les différentes possibilités. Sachez aussi qu'il est possible à Brébeuf de suivre le programme DEC Musique et Sciences de la nature. La séance d'information à ce sujet aura lieu vendredi le 6. Donc, à vous intéresser, si le double DEC vous intéresse, vous pourrez vous inscrire vendredi. Un élément qui est unique à Brébeuf, c'est qu'en plus des profils réguliers, on a aussi un profil Eureka, soit en sciences pures, soit en sciences de la santé. Ce qui est vraiment particulier, c'est que c'est un profil axé sur l'analyse assistée par ordinateur portable. Dans les groupes Eureka, nos étudiants utilisent leur portable dans tous les cours de sciences. L'utilisation d'un ordinateur en classe présente plusieurs avantages. En chimie, par exemple, on peut faire de la modélisation moléculaire plus complexe. En mathématiques et en physique, on utilise des logiciels comme Maple pour la présentation des fonctions ou pour illustrer des champs électromagnétiques. En biologie, on fait l'apprentissage par problème et des dissections virtuelles. Et puis, dans les laboratoires, les étudiants utilisent des sondes qui sont reliées directement à leur portable pour recueillir et traiter des données en temps réel. Dans ce profil, nos étudiants en sciences pures vont nécessairement approfondir leurs compétences en programmation, tandis que les étudiants en sciences de la santé auront par exemple la chance de mieux saisir le traitement d'imagerie médicale. On peut aussi ajouter que le groupe Eureka a un local dédié. Au bout de quelques semaines, le groupe devient comme une petite famille. La collaboration est nécessairement plus grande que dans un groupe régulier. Évidemment, ce profil n'est pas conçu pour tous les étudiants. Peut-être qu'en m'écoutant, vous dites « Ah, c'est un profil qui m'intéresse » ou peut-être pas du tout. Mais si les particularités d'Eureka vous allument, c'est vraiment un profil à considérer.
À la 4e session, comme je disais tout à l'heure, on offre des cours d'intégration, des activités d'intégration. Brébeuf offre 6 cours différents selon les profils d'études, sciences pures ou sciences santé, et selon les champs d'intérêt des étudiants, parce que ce sont des cours au choix. Dans ces cours, nos étudiants réalisent un projet de fin de DEC en équipe, qui est même présenté sous forme d'une affiche lors d'une semaine dédiée à la 4e session, qu'on appelle la semaine des sciences. Ces cours sont vraiment très formateurs pour nos jeunes parce qu'ils doivent intégrer leurs acquis des 3 premières sessions. Eh bien ça les prépare vraiment très bien aux études universitaires. Le cours d'intégration A, par exemple, on y aborde l'électronique, l'électromagnétique et le séisme. Dans le cours d'intégration B, on approfondit le génie génétique, la microbiologie, la nutrition et les maladies comme le cancer. Dans le cours d'intégration C, maintenant, on traite entre autres des maladies infectieuses, du système immunitaire, des vaccins, des sujets qui sont brûlants d'actualité en ce moment avec la pandémie. Et il y a une partie physique dans laquelle on aborde l'audition, la vision, la bioélectricité et l'imagerie médicale. Dans le cours d'intégration D, on traite de chimie pharmaceutique, des additifs alimentaires et on fait aussi la synthèse de médicaments. Pour ce qui est du cours d'intégration E, lui, c'est un cours qui s'adresse spécifiquement aux étudiants du profil Eureka Sciences Pures. On y fait de l'électronique et de la programmation. Finalement, notre dernier cours, d'intégration F, est un cours qui comporte un stage de 2 semaines dans une station de biologie au Costa Rica. On y étudie l'écologie, la biodiversité et la climatologie. Pour le projet de fin de DEC, dans ce cours-là, vous comprendrez que les données sont recueillies directement sur le terrain à la station de biologie. Évidemment, pour nos jeunes, ce type d'expérience, ce type de voyage est vraiment inoubliable. Si je poursuis maintenant avec les programmes universitaires, avec un DEC en sciences nature, les portes sont grandes ouvertes. Il y a des dizaines et des dizaines de programmes et de facultés universitaires. Vous allez avoir accès, par exemple, si vous étudiez en sciences de la santé, avec les cours préalables de biologie et de chimie. Ça vous prépare bien pour les études en biochimie, en médecine, en pharmacie ou en physiothérapie. Pour le profil sciences pures et appliquées, il prépare quant à lui nos étudiants pour des études en actuariat, en architecture, en génie ou en informatique. Notez bien que le profil sciences pures et appliquées ne donne pas les préalables universitaires pour entrer dans les facultés de médecine. À l'époque, Sciences pures ouvrait toutes les portes, mais là, c'est plutôt Sciences santé qui offre les préalables pour pouvoir appliquer dans les facultés médicales de médecine. L'important pour vous ici, c'est de choisir votre profil, évidemment, selon vos intérêts, mais aussi en tenant compte des programmes universitaires que vous visez peut-être à l'université. Il faut savoir aussi que le programme est construit de façon à ce qu'il soit possible de changer de profil de sciences santé à sciences pures ou l'inverse durant la première année. Maintenant, pour les avantages Brébeuf, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que nous avons le meilleur taux d'obtention du DEC en durée prévue de tout le réseau francophone. 70% de nos étudiants obtiennent leur DEC en 2 ans. Cela s'explique de plusieurs façons. D'abord, par la grande disponibilité de nos professeurs. Typiquement, nos profs sont disponibles entre 8 à 10 heures par semaine. On prend vraiment le temps de les rencontrer quand ils ont besoin d'aide, évidemment, mais on est aussi là pour les écouter, on est là pour les encourager, les conseiller dans leurs projets. De plus, on s'assure que nos échéanciers d'examen pendant la session soient équilibrés. Autant que possible, nos étudiants n'ont qu'un seul gros examen en sciences par semaine. Nous avons aussi un centre d'aide qu'on appelle le CAPS. Si un professeur dépiste dans les premières semaines de cours qu'un étudiant a des difficultés, il pourrait être jumelé gratuitement à un tuteur. Ce tuteur est un étudiant de 2e année qui a bien réussi le cours et qui va aider l'étudiant en difficulté. Il va rester en contact à chaque semaine avec le professeur pour s'assurer de bien l'encadrer. Mais la très grande force du programme, c'est la richesse des activités scientifiques parascolaires. Nous avons un club scientifique très dynamique et lorsque les jeunes participent activement aux activités scientifiques, ils se méritent une certification supplémentaire. On l'appelle la reconnaissance d'intérêt supérieur en sciences. C'est un peu l'équivalent d'un DEC+, ou d'un parcours avec Honors, à la différence que nos étudiants choisissent eux-mêmes les activités qui les intéressent au lieu d'imposer un cursus plus rigide. Alors, notre fameux club scientifique est séparé en 2 volets. Il y a un volet conférence et un volet activité scientifique. Toutes les 2 semaines, nous avons des conférenciers qui viennent présenter leurs travaux de recherche. Les conférenciers sont des étudiants gradués ou des chercheurs universitaires. À titre d'exemple, nous avons déjà reçu un représentant de la NASA qui nous a parlé d'exploration sur Mars. Nous avons aussi invité il y a 2 ans Dr. Yoshua Bengio, l'un des grands spécialistes en intelligence artificielle.
Dans le cadre des conférences Gainer, il y a quelques années aussi, nous avons reçu Dr Emmanuel Charpentier, qui nous a présenté une technique révolutionnaire d'édition génomique avec CRISPR. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette technique. Elle vient d'ailleurs de remporter le prix Nobel de chimie avec sa collaboratrice, Dr Jennifer Doudna. Alors, nous sommes très fiers de présenter des conférences de grande qualité à nos étudiants et de leur montrer ce qui se fait de mieux en recherche universitaire. D'ailleurs, on n'a pas arrêté de proposer des conférences à nos étudiants malgré la pandémie. Cette session, toutes nos conférences au Club scientifique ont lieu sur Teams. Nous avons aussi des activités sur le terrain chaque session. Nous proposons par exemple des ateliers en ornithologie sur le Mont-Royal, tout près du collège, des soirées d'observation en astronomie, des visites de laboratoire et plusieurs autres sorties à chaque session. Le collège participe aussi à peu près à tous les concours scientifiques qu'on peut imaginer. On peut penser aux concours de mathématiques, de chimie, de biologie, de physique, mais aussi aux compétitions, comme Expo Sciences par exemple, ou des places de l'art à la Poly, Sciences on tourne, le défi Biogénius. On a une équipe de professeurs dévoués qui encadrent nos étudiants dans tous les concours. Pour Expo Sciences, par exemple, nous avons eu 2 étudiants dans les dernières années qui se sont vraiment démarqués. Ils ont remporté des prix prestigieux au niveau national et même des bourses d'études très impressionnantes. À Brébeuf, on a aussi plus d'une dizaine de comités et de groupes à caractère scientifique. On peut par exemple penser au groupe comité écologique, au club de robotique, au groupe de recherche en chimie, au journal scientifique Perceptum, qui a été créé par des étudiants il y a quelques années. Presque à chaque année, nos jeunes nous arrivent avec de nouveaux défis qui sont stimulants. Puis nous, les profs, on embarque parce qu'on est aussi des passionnés de sciences comme eux. Alors, vous voyez que l'offre est vraiment très vaste. Il y en a pour tous les goûts en sciences de la nature en termes d'activités parascolaires. Un dernier point qui mérite vraiment d'être souligné, ce sont les stages d'été. On offre des stages d'été rémunérés à nos jeunes, principalement entre la première et la 2e année de DEC. Grâce à nos contacts, au fil des années, on peut offrir une trentaine de places de stage chaque été, d'une durée, comme je disais, de 4 à 8 semaines. Les stages ont lieu dans des milieux de recherche universitaires, mais aussi dans les laboratoires de recherche ou en industrie privée. Ce sont des expériences vraiment formidables pour nos jeunes parce qu'ils ont l'occasion de travailler avec des spécialistes dans le domaine et de mener de petites recherches. À leur retour à la session d'automne, les étudiants qui ont fait un stage d'été sont aussi invités au club scientifique pour présenter leur projet de recherche à leurs pairs. Et je vous dirais que dans certains cas, les stages d'été consolident vraiment les choix de carrière. Pour terminer cette petite présentation, j'aimerais vous montrer un court témoignage, une vidéo d'une étudiante, une de nos finissantes de l'an dernier. Il s'agit de Maya Mikutra Senkora. J'espère que le son va bien fonctionner. Ouais. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maya. J'étudie en ce moment au programme de médecine de l'Université de Montréal et je suis une ancienne étudiante de Brébeuf du programme Sciences de la nature. Pour moi, étudier à Brébeuf a été une expérience très importante qui m'a vraiment formée. Je suis allée au secondaire à Brébeuf aussi, alors j'ai passé 7 ans de ma vie dans cette institution et c'est vraiment un choix que je suis très contente d'avoir fait. Brébeuf m'a apporté beaucoup. Au cégep, le programme Sciences de la nature m'a vraiment très bien préparée pour ce que je fais en ce moment, pour mes études universitaires. Je pense que c'est un programme qui donne une base non seulement solide, mais avancée, avec des professeurs extraordinaires, avec des cours très bien construits, avec un travail en laboratoire très enrichissant. Mais en plus de tout ça, je pense qu'un des grands avantages d'étudier en sciences de la nature à Brébeuf, c'est la multitude d'opportunités parascolaires, que ce soit des concours de génie à Polytechnique, le journal scientifique du collège, le groupe de recherche étudiant en chimie, les conférences organisées par le programme. Je pense que ces opportunités-là sont vraiment quelque chose de spécial qui est offert à Brébeuf. Et pour ceux qui hésitent, je peux vous dire que le programme de sciences de la nature à Brébeuf m'a vraiment permis d'avoir une éducation enrichissante, complète, vraiment une très belle expérience. Si vous avez des questions, je serais contente d'y répondre par courriel. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et de belles portes ouvertes. Alors voilà, pour la fin, pour compléter cette présentation en sciences de la nature, j'aimerais vous remercier de votre temps, évidemment. J'aimerais aussi vous inviter à assister aux autres présentations qui sont proposées par mes collègues cette semaine. Aux jeunes qui sont à l'écoute, je vous souhaite un bon courage pour votre année scolaire. Prenez le temps de bien réfléchir avant de faire votre choix de programme et au plaisir de se revoir à Brébeuf l'an prochain. Je vais maintenant sortir de ma présentation. Vous avez mon courriel pour ceux qui veulent m'écrire un courriel si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.
Je vais maintenant sortir de ma présentation pour aller à nouveau me placer en diffusion en direct. J'espère que vous me voyez bien. Alors, je suis disposé maintenant à répondre à toutes vos questions. Et si surtout pas, vous avez à droite la barre de clavardage. Donc, vous pouvez écrire vos questions. Mon collègue Simon Gervais va me lire les questions et ça me fera plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Bonsoir à nouveau. Donc, Narcisse, Marie-Josée nous demande, est-ce que les élèves inscrits au programme Eureka font partie du même groupe que les élèves en sciences de la santé? La réponse est non, ils ont un groupe dédié. Habituellement, on a 1 ou 2 groupes dans le profil Eureka. Donc, ils ont tous leurs cours de sciences entre eux. Ils ont, comme je disais tout à l'heure, un local qui leur est dédié. Donc, tous leurs cours de sciences, ils sont ensemble. Pour les cours de formation générale, là, à ce moment-là, ils sont avec d'autres étudiants, mais ils sont ensemble. Et à la première année, les étudiants du profil Eureka, Sciences pures et Sciences santé, ont des cours ensemble parce que ce sont des cours du tronc commun. Est-ce que ça répond bien à votre question? Comme deuxième question, je pourrais y répondre. Donc, est-il possible de rentrer en génie avec le programme de sciences de la santé? Lorsque M. Guisovan a parlé tout à l'heure de la structure du programme, on vous a parlé, donc, il y avait 9 cours, qui sont les cours de tronc commun, donc en physique, en mathématiques, en chimie, en biologie. Peu importe le profil, et que c'est en deuxième année qu'il y a quelques cours qui vont faire la distinction entre un profil dit de sciences de la santé et un profil dit de sciences pures. En fait, pour entrer dans les profils plus de sciences pures à l'université, dont le génie fait partie, la programmation, la physique, les mathématiques, dans les faits, tout ce qui importe est d'avoir un DEC en sciences de la nature, peu importe le profil dans lequel vous étiez. C'est sûr qu'un étudiant qui passe par un profil de sciences pures est peut-être un peu mieux préparé. Le fait d'avoir fait de la programmation va l'aider, mais ce n'est pas un préalable universitaire. Le fait d'avoir fait un cours de calcul avancé va lui permettre d'être crédité de son premier cours de mathématiques à la poly, mais ce n'est pas un préalable. C'est seulement en sciences de la santé à l'université qu'il y a des préalables. C'est pour ça qu'il y a des ajouts d'un deuxième cours de biologie, d'un cours de chimie organique. Seules des facultés de sciences de la santé ont des préalables, des exigences supplémentaires à celles d'un DEC en sciences de la nature. Une autre question, est-ce que Eureka est une version plus demandante au DEC sciences de la nature? Eureka n'est pas plus exigeant. Ce sont vraiment les approches pédagogiques qui le distinguent du DEC régulier, où le fait d'avoir accès à l'ordinateur pour davantage de modélisation numérique, ça permet une perception différente des concepts, ça permet de modéliser différemment les concepts. C'est vraiment une approche pédagogique qui est différente, peut-être un peu plus axée sur la pédagogie active, mais à la fin, ça vous donne un DEC en sciences de la nature. C'est la façon finalement d'aborder les concepts qui vont différer entre Eureka versus les profils dits réguliers. Donc, Narcisse, j'ai une question pour toi. Donc, on nous demande si les activités qui sont offertes dans le cadre du programme sont offertes à tous les étudiants ou seulement à ceux qui sont inscrits au DEC Sciences de la Nature. Ah non, on est inclusif, alors les activités sont offertes également aux étudiants des autres programmes. Les conférences, par exemple, tous les étudiants au collège peuvent y participer, peuvent y assister, qu'ils soient inscrits au BI, par exemple, au Bac international, en sciences lettrées arts, en sciences humaines. Donc, puis pour les activités qui sont plus spécifiques, comme le club de robotique, par exemple, ou le journal scientifique, tous les étudiants du collège peuvent y assister également. C'est géré en grande partie par le programme de sciences de la nature, mais comme je vous ai dit, tous les étudiants peuvent y participer quand ils sont intéressés aux activités. Mais pour ce qui est de la reconnaissance d'intérêt supérieur en sciences, celle-là, elle est attribuée pour les étudiants en sciences de la nature. J'ai une question ici qui touche les cours d'intégration, donc plus particulièrement celui qui concerne le voyage au Costa Rica. Est-il possible de le faire durant la première session ou est-ce seulement pour les individus dans le programme de sciences? Quand on dit à la première session, c'est ça la question? Oui. Ouais. Ou est-ce que c'est vraiment
pour les étudiants de sciences inscrits à ce cours? Oui, c'est vraiment pour les étudiants de sciences qui sont inscrits à ce cours. C'est un cours d'intégration, comme je disais, qui se donne entre la 3e et la 4e session, donc en 2e année. Et puis, c'est spécifiquement un cours qui est réservé aux étudiants qui choisissent ce cours d'intégration dans leur parcours. Ils peuvent être étudiants en sciences de santé ou en sciences pures, mais ils doivent être inscrits en sciences de santé et avoir choisi ce cours pour faire le voyage au Costa Rica. J'ai quelques questions qui reviennent en lien avec les critères d'admission. Bon, il y a une présentation vendredi soir plus spécifique là, sur le processus d'admission, mais quand même, puisqu'il y a quelques questions à cet effet, ce que ça prend pour entrer en sciences, on va parler d'une moyenne générale de 75%. Il faut avoir, bien sûr, ces préalables de sciences et de mathématiques, donc être dans un profil TS ou SN en mathématiques secondaire 4 et 5, avoir également les cours de chimie et de physique de secondaire 5. Et à ce moment-là, donc, vous êtes admissible au programme. Donc, davantage d'informations pour ceux que ça intéresse pourront vous être données lors de l'atelier de vendredi. Donc, Narcisse, compte tenu du contexte actuel, quelques petites questions avec la pandémie. Est-ce que les activités du club scientifique se poursuivent cette session? Oui, la majorité des activités se poursuivent. Pour les conférences, je vous disais qu'elles ont toujours lieu avec Teams. Et puis, il y a d'autres activités qui peuvent se faire en partie à la maison. C'est clair que des activités qui ont été modifiées. Par exemple, aujourd'hui, je parlais avec un collègue du club de cuisine moléculaire. Alors, le professeur de chimie qui s'occupe de cette activité fait des capsules sur Teams, sur Zoom, et puis les étudiants peuvent réaliser certains ateliers directement à la maison. Mais c'est sûr qu'on a changé certaines activités pour qu'elles puissent être adaptées à une réalité comme celle qu'on vit actuellement. Et pour quelqu'un qui voudrait justement s'investir dans diverses activités au collège, quelle est la charge de travail en général pour un étudiant qui est en sciences de la santé? En la charge de travail, si la question est en termes d'heures par semaine de travail à la maison pour bien réussir, en fait, chacun des cours, il y a une pondération de nombre d'heures de théorie, de laboratoire et de travail à la maison. Et donc, vous allez peut-être avoir la chance sur le site web de voir des grilles de cours. Donc, pour un cours de sciences, c'est souvent 3 heures de théorie, 2 heures de laboratoire et 3 heures de travail à la maison. Donc, vous pouvez calculer le nombre d'heures de charge de travail pour chacun des cours. Et généralement, ça tourne autour d'une vingtaine d'heures par semaine. Donc, vous avez entre 20 et 28 heures, 30 heures de cours par semaine, plus un autre autour de 20 heures d'études par semaine. Il y a des semaines où vos jeunes vont travailler, vous allez travailler plus fort parce qu'il y a des examens, des semaines où il y a un petit peu moins d'évaluation, mais grosso modo, les étudiants à Brébeuf vont étudier entre 15 et 25 heures. Et donc, c'est ce qui est recommandé. Et puis, à travers tout ça, on a des grilles de cours qui permettent, par exemple, le mercredi midi, on a une période qui s'appelle la pause universelle. C'est un 2 heures que tous les étudiants ont en commun. Donc, on peut réaliser des activités pendant ces 2 heures-là. Les midis aussi. Les midis sont similaires pour tous les étudiants, de 12h30 à 13h20. Et puis, les étudiants ont aussi des trous dans leur grille horaire. Mais les activités ont souvent lieu durant les mercredis de pause universelle, et les autres midis. Et pour les activités qui sont plus sur le terrain, là, c'est après les heures de cours, à l'extérieur du collège, les visites, les soirées d'astronomie et les autres activités qui sont donc à l'extérieur des heures de cours. Donc oui, c'est possible de conjuguer les études et les activités parascolaires. Nos étudiants le font et puis souvent, ils nous surprennent à quel point ils s'impliquent dans les activités parascolaires. Ils peuvent investir plusieurs heures par semaine dans les activités et on trouve ça vraiment très gratifiant de les aider à travers tout ça. J'espère que ça répond à votre question. J'ai maintenant une question qui touche plus particulièrement les cohortes, donc de savoir combien il y a d'étudiants au collège en sciences. Sciences de la nature, au DEC, est le plus gros programme que nous avons au collège ici à Brébeuf, et réparti dans les différents profils. Ça peut varier d'une année à une autre en fonction de notre capacité d'accueil. Ça va dépendre également comment les étudiants sont filtrés en première et en deuxième année, mais bon an, mal an, c'est entre 350 et 400 étudiants nouveaux qui vont s'inscrire au sein d'une nouvelle cohorte.
Et par la suite, bon, comment ça va se décliner dans les différents profils en termes de nombre de groupes. Il va y en avoir en général 7 ou 8 en sciences de la santé. Il va y en avoir 2 ou 3 en sciences pures et appliquées. Et il peut y avoir 1 ou 2 groupes d'Eureka. Quand je dis 1 ou 2 groupes, je parle à la rentrée, c'est-à-dire en session 1, parce que les étudiants en Eureka, peu importe le profil, sont regroupés à la première année. C'est seulement à la deuxième année, et ceci est vrai aussi pour les profils réguliers, que les profils sciences pures versus sciences de la santé se distinguent pour permettre la programmation et plus de mathématiques en sciences pures et permettre davantage de biologie et de chimie en sciences de la santé. Est-ce que tous les élèves ont accès au stage d'été? Sinon, quels sont les critères pour y avoir accès? Alors, je diffuse en direct. Oui, alors oui, les étudiants peuvent tous faire une demande. Ça passe par une demande officielle avec des recommandations de professeurs qui sont les professeurs de première année, de première session. Et puis, les étudiants remplissent un formulaire, ont des recommandations à fournir. C'est envoyé à un comité de sélection, comité de professeurs, qui va évaluer les dossiers. Et on va donc sélectionner les étudiants en fonction de leur lettre de motivation, de leurs recommandations par les professeurs et de leur intérêt, en fait, pour un stage d'été. Si vous posez la question à combien d'étudiants font des demandes, il y en a plus qu'évidemment que les 30 places qu'on a, autour de peut-être une centaine de demandes. Et puis, il y a 30 places de stage qui sont offertes entre la première et la deuxième année. Et puis, dans certains cas, il est possible même de faire un stage à la deuxième année, entre la 4e session et l'université. Voilà pour la réponse. J'espère que ça a été complet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que le volet Eureka est plus contingenté ou est-il plus coûteux? Habituellement, le profil Eureka n'est pas contingenté. De par sa nature, il va attirer un certain type d'étudiants, ce qui fait qu'habituellement, remplir un groupe ou, si la demande est là, remplir un deuxième groupe ne pose aucun problème. Mais il est de taille modeste, pas parce qu'on le contingente, c'est vraiment une approche pédagogique un peu différente qui ne convient pas forcément à la majorité. Donc, il n'est pas plus exigeant, il n'y a pas des critères plus élevés à l'entrée, mais il est de taille plus petite, de par lui-même, tout simplement. Est-il plus coûteux? Il n'y a pas de coût supplémentaire associé au profil Eureka. Le seul coût supplémentaire qui est un peu implicite, c'est que comme il s'agit d'un programme avec ordinateur portable, il faut que vous ayez votre propre ordinateur portable. Nous, de notre côté, nous vous envoyons des spécifications minimales qui sont requises au niveau, par exemple, du processeur, de la mémoire vive et autres accessoires. Mais de toute façon, l'ordinateur portable, c'est un outil qui va vous servir pour de nombreuses années. Et dans les faits, même dans les profils réguliers, une forte majorité ont également leur propre ordinateur portable. Y a-t-il un uniforme à Brébeuf? La réponse est non. Il faut comprendre qu'on a, oui, c'est vrai, les 2 paliers d'enseignement dans l'institution, mais même au secondaire, il n'y a pas d'uniforme. Tout ce qu'il y a, c'est un code vestimentaire, mais rendu au collégial. Donc, nous enseignons à des jeunes adultes, donc il n'y a plus de code vestimentaire non plus à respecter. Pour les questions entre le DEC et le BI, je vais malheureusement simplement vous inviter à assister aux présentations de demain, parce que pour comprendre la distinction entre les deux, il faut vraiment prendre le temps de bien présenter ce qu'est le baccalauréat international. Demain, il y a justement 2 présentations à cet effet. Il y en a une à 17h qui fait la distinction donc entre le BI et le DEC. Et par la suite, à 17h30, mais là, vous avez une présentation plus approfondie, comme celle de ce soir pour le DEC Sciences de la nature. Donc, à 17h30 demain, vous aurez celle concernant le BI Sciences de la nature. Mais disons qu'en résumé, il faut simplement garder en tête que le DEC
c'est le programme québécois, donc standardisé dans l'ensemble de la province, alors que le BI, c'est l'Office du bac international, on parle d'un programme à l'échelle mondiale qui est enseigné et reconnu dans plus de 150 pays. Donc, les standards sont différents, la structure du programme est différente, la façon de l'évaluer aussi est différente. Donc, c'est bien important pour en saisir toutes les nuances, si cela vous intéresse, de vous présenter demain soir à la dite présentation, ou sinon, si vous préférez, vous pourrez toujours également la regarder en différé chez vous, étant donné que toutes les présentations sont enregistrées et disponibles dès le lendemain, pendant 2 semaines, via notre chaîne YouTube. Narcisse. Oui. Sarah aimerait savoir si le contenu des cours en sciences de la santé versus en Eureka sont différents. Est-ce qu'il s'agit de niveaux différents? Est-ce qu'il y a des variations sur le nombre d'heures, sur le nombre de cours? Oui, alors, pour le contenu sur le nombre d'heures, non. On en a parlé tout à l'heure, ce sont des cours ministériels, donc le nombre d'heures de cours et les contenus sont les mêmes. C'est vraiment la pédagogie qui est différente, donc la façon de présenter le cours. Je donne un exemple. Moi, je suis professeur de biologie dans un cours de DEC régulier avec les étudiants, par exemple, premier cours de biologie en sciences santé et en sciences pures. Ils n'ont pas de portable. Donc, on fait un cours plus classique, si on veut, donc avec présentation PowerPoint. Ils peuvent avoir leur ordinateur, mais la majorité ne l'ont pas. Ils notent sur un papier les informations, on pose des questions, c'est interactif. Dans un groupe Eureka, ce qu'on peut faire, c'est travailler en travail collaboratif avec un ordinateur portable. Je peux leur donner des défis supplémentaires, par exemple, leur demander de faire ce qu'on appelle des APP, des apprentissages par problème, de travailler en équipe pour construire la réponse face à un problème. En laboratoire, par exemple, au lieu d'utiliser des outils en laboratoire plus classiques, on a des sondes qu'on branche avec leur ordinateur et ils échantillonnent eux-mêmes les données qui sont traitées par la suite avec, par exemple, Excel. Donc, pour répondre à votre question, c'est vraiment dans la pédagogie que ça se distingue, pas dans les contenus et pas dans les nombres d'heures pour chacun des cours. Comment choisir entre sciences de la nature versus sciences pures et appliquées si je veux être ingénieur? C'est une très bonne question. Si vous voulez être ingénieur, je vous dirais de tout de suite davantage mettre l'accent sur le profil de sciences pures et appliquées. Tout simplement parce que, comme Simon vous le dit, après la première année de tronc commun, vous allez avoir évidemment les 3 cours de mathématiques du tronc commun, les 3 cours de physique, les cours de biologie. En deuxième année, vous allez avoir un cours de mathématiques supplémentaire et un cours d'informatique. Et c'est ça qui va peut-être vous préparer encore mieux pour le génie, si c'est le génie qui vous intéresse. Si vous faites la première année de tronc commun, puis vous réalisez que, oups, finalement, le génie m'intéresse peut-être moins, les cours de biologie ou de chimie m'allument beaucoup plus, à ce moment-là, comme je vous ai dit, il est toujours possible de changer de profil. Mais je vous dirais que si vous avez en tête génie, optez pour le profil sciences pures et appliquées. Eureka ou DEC régulier en fonction de ce qui vous intéresse. Une question donc que je vais répondre. Donc, à Brébeuf, si nous avons un DEC en sciences de la nature, aurons-nous aussi un bac international? En fait, c'est l'inverse. Si vous faites le DEC sciences de la nature, vous aurez au terme des 2 ans, si vous avez tous vos crédits de cours, vous avez fait votre épreuve uniforme de français, si vous avez également réussi votre épreuve synthèse de programme, vous aurez un DEC en sciences de la nature, qui est donc reconnu automatiquement dans toutes les universités québécoises, qui peut être reconnu, bien sûr, aussi ailleurs, à l'étranger. C'est plutôt quelqu'un qui ferait le bac international, qui, lui, va se retrouver avec une double diplomation à la fin. Donc, s'il réussit, en plus de ses unités de cours, ses examens de synthèse du BI, s'il répond aux autres exigences propres au programme, dont les activités para-académiques, le bénévolat, le mémoire, l'essai en théorie de la connaissance, il va avoir donc son bac international, mais il va également avoir un DEC dans son option choisie. Donc, quelqu'un qui ferait le BI en sciences de la nature va se retrouver avec son diplôme du bac international, qui peut être un passeport plus direct pour l'étranger. Ça peut être un défi supplémentaire simplement pour l'étudiant de vouloir se mesurer à des épreuves de standard international. Mais en plus du BI, la façon dont le programme est structuré, et à cet effet, M. Fortin et M. Martineau, qui sont les 2 responsables du programme, vont vous résumer ça plus en détail demain. Vous aurez donc au terme
de ce programme, non seulement un BI, mais aussi un DEC en sciences de la nature, vous ouvrant également toutes les portes au Québec. On demande aussi, est-il possible de faire plus d'une activité d'intégration? En fait, tout ça est réglementé via ce qu'on appelle le règlement sur le régime des études collégiales. Donc, dans toute institution collégiale, dès qu'un cours est réussi, vous avez des unités qui sont rattachées à ce cours, il est interdit de refaire un cours pour une deuxième fois. Donc, cette question-là ne s'applique pas seulement au cours d'intégration, mais si vous avez, par exemple, eu une note de 65 dans votre cours de physique électrique, vous ne pouvez pas le reprendre pour augmenter votre note. De la même façon, si vous faites un cours d'intégration en biochimie des molécules et que vous seriez intéressé à refaire un autre cours d'intégration pour faire le voyage au Costa Rica, par exemple, malheureusement, ce n'est pas possible. Dès que vous avez réussi un cours et que les unités, donc, rattachées, vous les avez obtenues, on ne peut pas refaire un cours pour une deuxième fois. Narcisse. Oui. Que font les élèves qui sont inscrits au club de robotique? Alors, le club de robotique existe au collège depuis 2 ans, au niveau collégial, je parle. Et puis, je ne suis pas un spécialiste parce que je suis professeur de biologie, mais j'ai assisté à plusieurs des séances. Ce que les étudiants font, en fait, c'est qu'ils ont des ateliers, je pense, en présentiel, normalement, si on avait une session de cours normale, comme l'année passée. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont des ateliers par des professeurs, leur apprendre la programmation, utiliser les différents microcontrôleurs. Et l'objectif, en fait, c'est que c'est un défi qu'on leur donne. L'année passée, c'était un défi avec un robot qui avait des senseurs qui devait faire un aller-retour entre 2 parois dans un temps donné, le plus d'aller-retour. Donc, ils ont pour ça à faire de la programmation, à comprendre avec un kit en robotique, comprendre le microcontrôleur, assembler tout ça pour finalement mettre à l'épreuve leur petit robot. Et puis, il y a plusieurs équipes, évidemment, qui participent. Il y a un événement, les étudiants sont invités, leurs amis sont invités, les professeurs sont invités, et puis ils se soumettent à cette compétition amicale pour le club de robotique. Cette année, je dois avouer que je ne connais pas l'activité qui est proposée, mais à chaque année, c'est une activité différente, donc un défi différent qui est proposé. Et il y a 2 ou 3 professeurs qui chapeautent, qui dirigent le club de robotique et qui s'interchangent les ateliers en fonction de leurs compétences, en fonction de leur disponibilité. Et habituellement, il y a aussi des locaux qui sont disponibles pour les midis, pour que les étudiants aillent travailler tout seuls en équipe sur le robot. Donc, en plus des ateliers, ils ont des périodes le midi où ils peuvent travailler et ils sont toujours encadrés par des professeurs en physique et en mathématiques. Est-il possible de faire Eureka ainsi que le double deck en musique? Donc, je vais répondre à celle-ci, elle est quand même un peu technique. Les programmes du double deck, donc ce que c'est de faire finalement 2 decks en 3 ans, donc un en sciences de la nature et l'autre en musique, où nous faisons partenariat avec Vincent d'Indy, qui est à environ 2 km de chez nous. Donc, la navette se fait assez bien entre les 2 écoles. Il y a des contraintes d'horaire quand même que nous devons de respecter parce qu'il ne faut pas que l'étudiant soit, disons, à 8h30 à Vincent d'Indy à suivre un cours de littérature, qu'il doit venir à Brébeuf pour 10h30 faire un cours de maths, pour retourner en après-midi à Vincent d'Indy pour faire de la musique. Donc, nous avons des ententes avec des blocs horaires qui sont réservés, soit par demi-journée ou une fois dans la semaine, une journée pleine. Lorsqu'on a des programmes avec plusieurs groupes, ça se gère très, très, très bien. Malheureusement, en Eureka, c'est un profil de trop petite taille, avec seulement 1 ou 2 groupes, qui nous lient un petit peu les mains sur la souplesse. Donc, malheureusement, dans l'option Eureka, il n'est pas possible de faire le double deck. Donc, pour faire un double deck musique-sciences, il faut prendre un des 2 profils réguliers en sciences de la nature, que ce soit en sciences pures ou en sciences de la santé. J'ai une autre question ici relativement à l'orientation médecine. Donc, bien important, pour aller en médecine, faculté de sciences de la santé, il faut s'assurer de faire le 2e cours de biologie et le cours de chimie organique, qui est le 3e cours de chimie, pour avoir tous les préalables. Que vous fassiez le profil sciences de la santé régulier ou que vous fassiez le profil sciences de la santé dans Eureka, vous aurez ces cours préalables. Conséquemment, vous aurez accès aux mêmes écoles de médecine et avec les mêmes chances à l'entrée.
Donc, combien vont se diriger en médecine? C'est sûr qu'il y a des fluctuations d'année en année, mais ça fait quand même une bonne douzaine d'années que nous tenons les statistiques que nous extrayons à partir du site de la BCI, le BCI étant le Bureau de coopération interuniversitaire. En termes de nombre d'inscriptions, en moyenne, nous avons 37 à 38 étudiants finissants qui s'inscrivent dans une des facultés de médecine au Québec. Et dans les faits, la très, très vaste majorité de ces inscriptions-là s'effectuent à Montréal même. Donc, sur les 38, en moyenne, 32, 33 là, qui vont être soit à l'Université de Montréal, soit à l'Université McGill. Même si nous ne sommes pas le plus gros collège en termes de taille, avec, comme on le disait tout à l'heure, environ 400 étudiants en sciences de la nature qui forment une cohorte. À cela s'ajoutent 2 classes de sciences et arts et 2 ou 3 classes au baccalauréat international. Pour arriver à ce total-là, au prorata, on est vraiment numéro 1, mais en termes de nombre brut aussi. Le collège qui nous suit en termes d'inscription en médecine est un collège qui a une taille 25% supérieure à la nôtre. Ils ont une plus grosse capacité d'accueil, mais ils ont également davantage d'étudiants. Et bon an, mal an, c'est environ une dizaine d'étudiants de moins qu'eux vont envoyer en médecine. Donc, il n'y a personne sur l'île de Montréal qui envoie plus d'étudiants que nous vers les facultés de médecine. Question très subtile. Comment sont sélectionnés les élèves pour entrer dans ce programme s'il y a un excès de demande? Habituellement, tout ça se remplit naturellement. Nous n'avons pas à appliquer de formule de contingentement. La façon dont le processus d'admission fonctionne, c'est que nous ouvrons le module d'admission à une certaine date, au mois de janvier. Nous prenons les demandes d'admission en continu. Nous émettons des verdicts d'admission en continu. Et dès qu'une personne remplit par la suite son contrat d'inscription et les frais qui lui sont associés, sa place est garantie. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est que, passé le mois de mars, donc lorsque le module d'admission est fermé et que les contrats d'inscription continuent de rentrer, là, étant donné qu'on est dépassé une certaine date limite, c'est la date limite des choix de cours qui tombe au début du mois d'avril. Si là, on reçoit des contrats d'inscription après cette date limite et que là, on atteint notre capacité d'accueil, à ce moment-là, nous établissons une liste d'attente et c'est simplement par ordre d'arrivée, c'est-à-dire vraiment la position qu'une personne aurait sur la liste d'attente. C'est arrivé très, très peu souvent dans notre histoire. En fait, c'est arrivé une fois l'année dernière. C'était la première fois que nous avons dû composer avec une telle liste d'attente. Il y avait peut-être une douzaine d'individus donc sur cette liste d'attente-là. Donc, c'était une situation vraiment unique l'année dernière. Mais vous voyez qu'une douzaine de noms versus 400 personnes qui peuvent s'inscrire dans le programme, c'est peu. Mais l'idéal, bien sûr, c'est d'y aller graduellement et de s'inscrire dès que nous en avons l'opportunité. Faut-il être habile avec les ordinateurs pour le programme Eureka? Et celui-ci est-il plus difficile? Donc non, il n'est pas plus difficile, mais assurément, si vous avez à jongler avec une telle machine, ça ne prend pas de prédisposition particulière. Attendez-vous pas à devoir déjà savoir programmer en langage C ou connaître des fonctions approfondies d'Excel, mais c'est certain que ça prend, disons, un intérêt, surtout. Les aptitudes de base, ça peut être bien parce que vous allez vraiment beaucoup plus loin avec l'utilisation de l'ordinateur. Donc, tout dépendant de ce que vous qualifiez d'être habile avec l'ordinateur, c'est certain que de par sa place, c'est important d'être habile, mais il ne faut pas, mais vraiment pas être expert pour être capable de se débrouiller. Le but est de vous apprendre justement à manipuler efficacement l'ordinateur pour modéliser et en apprendre davantage sur les sciences. Mais ce n'est pas le même portable. Vous êtes libre d'acheter le modèle que vous voulez, que ce soit Mac, que ce soit PC. L'important, un peu comme dit un peu plus tôt, c'est de respecter les normes minimales au niveau du processeur notamment, que nous soumettons une fois que les étudiants sont inscrits dans le programme.
J'ai une autre question relativement à sciences, lettres et arts, un peu dans le même esprit que celle du bac international. Donc, ça serait important de bien assister à la présentation de sciences, lettres et arts parce que ce programme, il est lui aussi différent. Ça reste un programme de DEC, donc un programme structuré à la québécoise, mais comme son nom l'indique, il y a des sciences, il y a des lettres, il y a des arts. Et dans les sciences, il y a autant de sciences de la nature que de sciences humaines. On veut avoir en sciences, lettres et arts un programme qui ouvre toutes les portes à l'université, donc qui va avoir suffisamment de cours scientifiques pour le permettre, mais il y en a moins de cours scientifiques en sciences, lettres et arts pour faire la place justement aux autres domaines du savoir, que sont les sciences humaines, les arts et les lettres. Conséquemment, un peu moins de cours de sciences qu'au DEC sciences de la nature pour faire place justement à ces cours des autres dimensions. Pour les stages d'été, c'est ouvert à tout le monde qui est dans un programme de sciences. Que vous soyez au DEC sciences de la nature, option santé, option pure et appliquée, que vous soyez en sciences, lettres et arts, que vous soyez au BI, vous avez accès au programme des stages d'été. C'est par la suite au niveau des exigences du milieu hôte du stage que là, peut-être qu'un stage peut exiger de connaître la programmation. Donc là, on va aller chercher quelqu'un qui est dans un profil de sciences pures et qui a fait son cours de programmation. Quelqu'un d'autre va être plus axé sur l'orientation en sciences de la santé. Donc, on essaie de faire un bon pairage entre le profil de l'étudiant, son intérêt et les exigences du milieu. Mais peu importe votre profil, peu importe votre programme, tant qu'il soit scientifique, vous avez accès au programme des stages d'été. Et ce n'est pas fonction de la note, l'assignation des stages d'été. Chaque candidat doit vraiment soumettre un dossier très élaboré qui contient une lettre de motivation, son curriculum vitae. Il doit se trouver un professeur mentor qui va lui, pas rédiger une lettre de recommandation de façon traditionnelle, mais plutôt remplir un formulaire qui est préformaté. Et on se base donc sur ce dossier-là. Jamais nous n'ouvrons le dossier académique de l'étudiant, dans le sens où on ne demande pas les bulletins, on ne va pas regarder ses notes. C'est vraiment sa motivation pour les sciences, sa débrouillardise dans les laboratoires si jamais il veut faire un stage de nature un peu plus expérimental ou axé en recherche. Ça peut être de l'entre-gens, parce qu'il y a des stages qui vont peut-être avoir un peu plus lieu du côté de la psychiatrie, où il faut faire des sondages auprès de patients. Donc, c'est un ensemble de variables qui sont étudiées pour faire l'attribution des stages d'été. Narcisse, donc par rapport au centre d'aide, donc comment fonctionne le tutorat? Est-ce que c'est un tutorat qui sert à s'améliorer et à préparer pour l'université, ou est-ce que c'est plus un tutorat pour vraiment être capable de mieux comprendre la matière à la base? Oui, alors je vais mettre en direct. Oui, alors comme je disais dans la présentation, le tutorat, c'est vraiment par prescription. Il faut qu'un professeur puisse prescrire un étudiant au CAPS. On ne peut pas aller s'inscrire au CAPS par soi-même en se disant « je veux approfondir, je veux avoir de meilleurs résultats ». C'est vraiment offert pour les étudiants qui sont en difficulté et que leur professeur donc a recommandé au CAPS. Il y a des professeurs qui s'occupent de la gestion de tout ça. Donc, on fait le pairage entre un étudiant qui présente des difficultés, parce que ce que je n'ai pas eu le temps de présenter, parce que le temps est condensé, c'est que dans les premières semaines de cours, on a des petites évaluations qu'on donne dans tous les cours de sciences. Donc, pondération faible, 2-3%. Et puis, ce sont des évaluations qui ont deux objectifs. Le premier objectif, c'est de s'assurer qu'un étudiant garde un rythme de croisière durant toute la session et de commencer à étudier dès les premières semaines. Parce que vous le savez, je m'adresse aux jeunes, mais à leurs parents aussi, depuis l'école primaire, vous êtes sur un rythme de 10 mois, 1 an. Au collégial, une session, c'est 15 semaines. Donc, il faut vraiment s'assurer de prendre le rythme dès le début. Et donc, ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième, c'est de dépister des difficultés que pourraient présenter certains étudiants
Et si le professeur juge qu'un étudiant peut avoir un tuteur, ben, il va jumeler un tuteur et ce tuteur va s'assurer, en communiquant avec le professeur, de revoir les éléments du cours, les exercices, pour pouvoir rattraper les difficultés. Et l'une des belles réussites du CAPS, c'est lorsque des fois un étudiant qui a bénéficié du CAPS à la première session, qui finit par bien réussir son cours, ben, devient parfois, et ça arrive, lui-même un tuteur en deuxième année. Ça, c'est vraiment particulier de voir qu'un étudiant qui en a bénéficié la première année devient ensuite à son tour tuteur pour un étudiant qui présente des difficultés. Une personne nous demande ici s'il est permis de changer de profil. Oui. Et est-ce possible à n'importe quel moment? Et si oui, comment fait-on? Parce que oui, c'est un fait, là, vous devrez soumettre une demande d'admission. Nous allons vous demander un programme profil de premier choix ainsi que de deuxième choix. Mais c'est jamais évident à 16 ans de faire un choix de carrière, de choisir son programme ou son profil d'études collégiales. Dans les mesures du possible, nous essayons d'adapter la structure de nos programmes pour permettre le maximum de fluidité entre les sessions. Ce qui veut dire que, par exemple, puis ça arrive à chaque session, quelqu'un pourrait très bien commencer en sciences de la santé et en fonction donc, de son expérience dans ses cours de chimie, de biologie, de mathématiques ou de physique, voir qu'en bout de ligne, c'est peut-être plus les sciences pures et appliquées qui l'intéressent. En première année, même si on a des groupes homogènes en sciences pures et appliquées, quelqu'un qui est en sciences de la santé pourrait très bien décider d'intégrer le programme en sciences pures dès sa session 2. Dans les faits, que ça soit fait entre la première et la deuxième session, zéro souci. Que ça soit fait entre la deuxième et la troisième session, zéro souci non plus. C'est peut-être des changements de profil plus tardifs que ça, qui auraient lieu pendant la deuxième année, où là, ça devient un petit peu plus touché, étant donné que c'est à partir de la troisième session, que la distinction entre les deux profils se fait vraiment au niveau de l'offre de cours. Donc, c'est important de procéder avant ça. Donc, pour faire un changement de profil, mais ça se fait entre 2 sessions consécutives. Vous allez avoir ce qu'on appelle une API, c'est un sigle pour aide pédagogique individuelle. Il s'agira simplement de prendre rendez-vous auprès d'elle avant la fin d'une session pour faire la demande de changement de profil. Et à ce moment-là, elle va pouvoir ajuster votre grille de cheminement scolaire pour que vous puissiez intégrer le nouveau profil dès la session suivante. Narcisse, toi qui es très sportif, est-il possible de faire du sport en parascolaire si on est inscrit en sciences de la nature? Absolument. Donc, au collège, on a une quinzaine d'équipes sportives, dont plusieurs sont parmi les meilleures au Québec. Donc, absolument, il est tout à fait possible de conjuguer un sport avec ses études en sciences de la nature. J'imagine que cette semaine, peut-être que Simon connaît la date, il va y avoir une présentation qui va être donnée par Alain Turcotte, qui est directeur au service sportif, entre autres, et communautaire. Donc, il va pouvoir vous parler, en fait, de la vie étudiante, des différents sports qui sont offerts à Brébeuf. Donc, absolument, il est tout à fait possible de participer. Et d'ailleurs, à travers chaque session, les professeurs d'éducation physique, c'est en ce moment en cours, réalisent ce qu'on appelle un défi radioactif. Donc, ce sont des activités sportives qui sont proposées aux étudiants chaque semaine avec des défis où les étudiants pédalent et marchent et courent pour leur programme. Donc, une espèce de petite compétition entre les programmes au niveau collégial. Donc, on met beaucoup l'accent sur le sport. On a un complexe sportif qui est nouvellement rénové. Donc, même si vous ne faites pas partie d'une équipe sportive, à peu près tous les midis, surtout les mercredis durant la pause universelle, on propose des activités sportives aux étudiants. Par exemple, sans jouer dans une équipe sportive, j'aime beaucoup jouer au basketball, au soccer par exemple, donc on peut aller dans un gymnase avec les étudiants, réserver un gymnase et s'amuser avec eux, jouer au basketball, au volleyball, au hockey COSOM. Donc, on a vraiment des installations qui nous permettent de faire toutes sortes de sports. Et puis, comme disait Simon, je pratique beaucoup de sport, j'aime beaucoup bouger. Je trouve que c'est très important, surtout en ce moment,
avec la pandémie, on est à la maison, on suit nos cours sur Internet. Donc, le fameux défi radioactif qui incite nos jeunes à bouger, ils sortent à l'extérieur, ils vont faire une marche avec une application qui s'appelle Strava. Ils enregistrent leurs activités, ils mettent ça pour les kilomètres qui sont accumulés pour le programme. Donc, ça peut être stimulant et intéressant de pouvoir sortir un peu et bouger à travers les cours et puis les examens, les évaluations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi. Donc, combien d'heures de cours, soit par jour, soit par semaine, un étudiant inscrit en sciences de la nature va-t-il avoir? Typiquement, je n'ai pas les grilles de cours pour les montrer, mais vous allez pouvoir les regarder sur le site web. C'est entre 25 et 30 heures de cours par semaine. Et puis, au collège, les cours commencent à 8h30. Les cours sont des cours de 50 minutes. Les périodes sont de 50 minutes. Lorsque c'est un cours de 2 périodes, vous avez 50 minutes, une pause de 10 minutes et une autre période de 50 minutes. Durant l'heure du midi, il n'y a pas de cours pour personne. Donc, de 12h30 à 13h20, c'est libre pour le dîner. L'après-midi recommence à 13h30 et se termine jusqu'à 15h20. Donc, on n'a pas de cours qui dépasse 15h20. Donc, si vous prenez de 8h30 à 17h20 avec 1 heure de midi, sauf le mercredi, pause universelle de 2 heures, ça fait que les étudiants ont des périodes. Il pourrait y avoir, par exemple, un jour, une matinée le mardi matin où l'étudiant commence seulement à 10h30. Il n'y a pas de cours entre 8h et 10h30. Un étudiant pourrait finir le mercredi à 2h30, 14h30 au lieu de 17h, et ainsi de suite. Donc, il y a possibilité à travers son horaire d'insérer des périodes d'études en groupe, d'aller travailler à la bibliothèque, de quitter plutôt le collège pour aller travailler à la maison, d'arriver plus tard au collège le matin, de prendre quelques heures de plus pour dormir un peu plus longtemps un matin où les cours commencent à 10h30 ou peut-être des fois juste en après-midi. Donc, c'est variable, mais dans l'ensemble, 25 à 30 heures sur les 40 heures de cours dans une semaine. En moyenne, Narcisse, les groupes sont constitués de combien d'étudiants? En moyenne, autour de 30 étudiants par groupe. On a des limites de 36 étudiants par groupe. Donc, le laboratoire nous contraigne à un maximum de 36 étudiants. Mais la plupart du temps, on peut donner une moyenne d'à peu près une trentaine d'étudiants par groupe. Dans les laboratoires de chimie, de physique, de biologie, c'est un nombre de stations. Par exemple, derrière moi, peut-être que vous voyez, je suis dans le laboratoire de biologie présentement, et puis il y a des microscopes derrière moi. Donc, on a 36 microscopes, 36 stations dans un local de sciences. C'est pareil en chimie et en physique. Donc, jamais plus que 36 étudiants dans un cours, sauf exception, dans un cours de formation générale ou en laboratoire, mais globalement, autour de 30 étudiants dans chacun des groupes. Pour entrer dans les domaines de la nutrition ou de la biogénétique, faut-il diplômer dans le profil sciences de la santé? Absolument. C'est sciences de la santé le choix, parce que c'est dans le domaine de la santé. Donc, il faut les préalables qu'on fait en deuxième année, préalables de chimie organique et de biologie 2, anatomie et physiologie humaine. Donc oui, préférez évidemment le profil sciences de la santé. L'horaire quotidien ressemble à quoi? L'horaire quotidien. Les cours commencent à 8h30, comme je disais tout à l'heure. Les cours finissent à 17h20. Vous n'avez pas des cours, évidemment, à toutes les périodes. C'est des périodes de 50 minutes. Parfois, il y a des cours d'une seule période. Parfois, c'est des cours de 2 périodes. Si je prends un cours de sciences, un cours de chimie, par exemple, vous avez 2 périodes de chimie dans la semaine, une autre période de théorie, donc ça fait 3 périodes au total, et 2 périodes par semaine de laboratoire. Et comme tout à l'heure, je parlais de la pause universelle. La pause universelle, le mercredi où personne n'a de cours, ce qui fait que si on place 25, 26, 27, 28 heures en fonction des sessions, périodes dans une semaine, ça nous laisse plusieurs trous pour pouvoir travailler en équipe, passer un peu de temps à relaxer entre amis, à la grande salle, discuter, s'avancer dans les travaux, préparer un laboratoire. Donc, globalement, c'est ça. 8h30 le matin, 17h20 le soir, tous les cours sont terminés.
est-ce que c'est une bonne idée de faire du bénévolat pour augmenter nos chances d'admission? Vous voulez dire admission collégiale ou admission à l'université? Moi, je parlerais des deux, Narcisse. Ouais. En fait, au niveau du secondaire, non, parce que ce n'est pas basé sur le bénévolat qu'on fait au secondaire. Évidemment que c'est un plus dans votre CV de faire du bénévolat jeune, très jeune, dès le secondaire, parce que lors de votre demande universitaire, dans les facultés contingentées, ben, c'est sûr que si votre CV est riche en activités parascolaires, en bénévolat, en participation à toutes sortes d'activités, pas juste au niveau de la science, mais aussi au niveau des autres activités qui sont offertes au collège, parce que l'une des richesses du collège, évidemment, c'est le côté scientifique, les activités parascolaires et paracadémiques en sciences, mais aussi toutes les autres activités qui sont disponibles au collège. J'en ai pas parlé parce que je me suis concentré pour sciences de la nature, mais au niveau artistique, au niveau improvisation, au niveau de simulation de l'ONU, par exemple, ce sont des débats oratoires, donc il y a une panoplie d'activités qu'on vous présentera durant les soirées, les présentations de portes ouvertes. Mais oui, c'est un plus que de faire du bénévolat et de commencer jeune parce que votre CV devient évidemment plus riche. Et lorsque vous faites une demande universitaire, vous le savez peut-être, le collège, la provenance du collège n'est pas considérée. On ne regarde pas, l'université ne regarde pas, l'étudiant était à Brébeuf. Non, c'est basé sur la cotère pour les demandes d'entrevue. Et par la suite, si je prends par exemple médecine, ben, s'il y a des entrevues ou droit ou d'autres programmes, c'est là, par votre CV, par vos expériences, par les activités pour lesquelles vous avez investi du temps, qui sont très avantageuses pour les dons universitaires. Donc oui, je vous encourage à faire du bénévolat dès maintenant et de continuer à faire du bénévolat au niveau collégial si vous en avez l'opportunité. On nous demande maintenant quelles écoles secondaires fréquentent le plus votre collège. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer qu'il y a une très, très grande diversité d'écoles secondaires sources. Bon an, allant, lorsque nous regardons de quelles écoles secondaires proviennent nos étudiants, la moyenne se situe aux environs de la centaine. Mais bon, quand même, pour répondre à la question, oui, mais quelles sont celles qui fréquentent le plus votre collège? Oui, c'est vrai qu'il y a des écoles sources qui, entre guillemets, nous alimentent davantage en étudiant au collégial, puis ça peut fluctuer aussi d'un programme à un autre. Il y a d'abord le bassin démographique. Bon, nos jeunes qui font le secondaire à Brébeuf, mais ils sont quand même nombreux là, à venir au collégial. Ça représente environ un étudiant sur 4, un étudiant sur 5 là, qui a fait son secondaire à Brébeuf. Dans le bassin géographique que je disais également, il y a le pensionnat de Saint-Nom-de-Marie, il y a Notre-Dame, donc ce sont nos voisins quasi immédiats. Un peu plus large, on peut penser à les Marcellines, que ce soit Villa Sainte-Marceline ou le Collège des Marcellines sur Gouin. Regina Assumpta, de la Rive-Sud, Jean de Laminay, Collège du Rocher, de retour à Montréal, Collège Jean-Eudes. Il est possible que j'en oublie, j'y vais de mémoire. Donc, ça peut peut-être représenter, là, disons, le top 10 en termes d'écoles sources, mais au total, comme je vous disais, c'est une centaine d'écoles qui sont représentées à chacune des cohortes sur les quelques 750 à 800 nouveaux étudiants dans l'ensemble du collège, donc dans tous les programmes qui constituent notre population étudiante. Et il n'y a aucun favoritisme, comme le disait M. Xovan. Nous, on regarde simplement est-ce que les seuils sont respectés au niveau de la moyenne générale, au niveau des cours de sciences et mathématiques, est-ce que les préalables sont là? Et dès que les conditions sont remplies, le verdict d'admission est donné et dès que la personne s'inscrit, la place est réservée. La question un peu des demandes d'admission, donc un peu comme le disait Narcisse tout à l'heure, c'est sûr qu'on reçoit davantage de demandes d'admission que d'étudiants qui vont effectivement s'inscrire. Mais dans les faits, les taux de réponse positive dans tous nos programmes d'études sont bien au-dessus de 90 %, même habituellement au-dessus de 95 %. Il y a vraiment une différence entre un verdict d'admission et une inscription. Vous êtes vous-même ici
aux portes ouvertes. Vous êtes en train de magasiner le meilleur collège ou meilleur cégep pour soit vos études collégiales ou bien les études collégiales de votre enfant. Vous comparez les institutions et vous allez déposer des demandes d'admission dans plusieurs institutions et ensuite effectuer votre choix à la lumière des verdicts que vous aurez reçus. C'est parfaitement normal. Donc, en termes de pourcentage d'étudiants admis, comme je vous disais, c'est au-dessus de 95% habituellement. Ensuite, si on parle maintenant d'un taux de rétention, pour faire un ordre de grandeur assez simple, c'est environ un étudiant sur 2 qui va déposer une demande d'admission et qui sera admis versus qui va s'inscrire. Nous sommes dans un contexte de compétition, nous en sommes conscients, mais c'est à peu près ça les statistiques. Donc, si nous avons une cohorte de 400 étudiants, ça signifie qu'environ 820 étudiants peut-être ont déposé une demande d'admission, environ 800 ont été admis, et de ce nombre-là, 400 se sont formellement inscrits, ont fait leur choix de cours et se retrouvent dans nos salles de classe rendues à la fin du mois d'août. Question genrée maintenant. C'est bien de faire la distinction parce que oui, c'est vrai que le secondaire, ce sont des profils distincts. Nous avons une école de filles avec environ 3 classes. Nous avons une école de garçons avec environ 4 ou 5 classes. Évidemment, je parle ici par niveau du secondaire. Et ce n'est qu'en secondaire 5 que là, il y a mixité, que les garçons et les filles sont mélangés. Question de les amener justement, les préparer pour les études collégiales qui viennent par la suite. Le collégial, on est vraiment une école distincte du secondaire, même si c'est la même administration générale. Nous sommes vraiment 2 entités distinctes. Donc, c'est la mixitude. En proportion, il y a un peu plus de filles que de garçons. C'est aux environs de 54-55% d'étudiantes versus 45-46% de garçons. Et ils sont mélangés dans les classes et distribués dans les différents programmes d'études. Question sur les cours crédités à l'université. Le seul cours du collégial qui est crédité à l'université, c'est le cours de calcul avancé qui est fait dans les 2 profils de sciences pures et appliquées, qu'il soit fait en Eureka ou qu'il soit fait en régulier. Et ce ne sont pas forcément toutes les écoles de génie qui le reconnaissent. Je peux vous assurer que l'école polytechnique, eux, le créditent et le reconnaissent comme étant le premier cours de mathématiques pendant l'année de tronc commun de première année. À ma connaissance, c'est le seul. Narcisse, avons-nous des cours de programmation informatique au collège? Oui, absolument. Nous en avons. Pour les étudiants qui suivent le profil de sciences pures appliquées, il y a un cours dédié en programmation, un cours qui se donne à la deuxième année, pardon. Et puis, c'est un cours où on fait que de la programmation. Pour les étudiants qui sont en sciences de la santé, s'ils suivent le profil Eureka, ils vont un petit peu, donc, apprendre à programmer dans les différents cours, mais c'est vraiment dédié pour les étudiants de sciences pures et appliquées avec le cours de programmation à la deuxième année. Vous vous rappelez, au début, je présentais les différences entre le profil sciences pures et appliquées et sciences de la santé. Donc, pour les étudiants en sciences pures, il y avait un cours de mathématiques de plus. M. Gervais parlait du cours de calcul avancé et le cours de programmation. C'est sûr qu'un étudiant qui fait sciences de la santé et qui s'intéresse au club de robotique, par exemple, ou qui s'intéresse au club d'intelligence artificielle, à ce moment-là, oui, par l'activité parascolaire, il va aussi avoir la possibilité de faire de la programmation. Pourrais-tu, s'il te plaît, revenir un peu sur ce que sont les cours d'intégration versus les profs synthèses de programme? Donc, les gens se demandent un peu comment les cours d'intégration sont intégrés dans le programme. Est-ce que c'est un cours en soi? Est-ce que c'est des labs en plus? Qu'est-ce que c'est exactement un cours d'intégration? OK, alors un cours d'intégration, c'est un cours qui est suivi à la 4e session. À la 2e session, donc en la première année, les étudiants qui sont dans le programme vont avoir une présentation. On va leur présenter chacun des cours d'intégration. Les professeurs qui enseignent les cours d'intégration vont avoir un kiosque, vont leur présenter le type
d'activités qu'il y a dans chacun des cours. Et les étudiants vont faire un choix. Donc, il y a plusieurs choix qu'ils vont faire, premier, deuxième choix. Et disons que l'étudiant, ce qui l'intéresse, lui, c'est le cours d'intégration B, biotechnologie et microbiologie appliquée. Il va suivre à la 4e session ce cours d'intégration. Et c'est un cours sur 15 semaines, donc un cours en soi. Il se donne donc à la 4e session avec une partie laboratoire, une partie théorie. C'est 3 heures de laboratoire et 2 heures de théorie. Dans la partie théorique, donc, il va approfondir différents concepts qui vont bien le former pour leur parcours universitaire. Et puis, dans la partie laboratoire, bien, ils vont mener des expériences, mais aussi, ils vont réaliser leur projet d'équipe, leur projet de fin de DEC. Et en fait, l'épreuve synthèse, c'est finalement la réussite d'un étudiant à travers son projet de fin de DEC. Pour obtenir un DEC en sciences nature, on doit réussir cette épreuve synthèse de programme, et ça passe par le travail d'équipe. Il y a une partie qui est évaluée en équipe, une partie qui est évaluée individuellement pour chaque équipier d'une équipe. Et c'est finalement succès ou échec pour l'épreuve synthèse. Ce n'est pas une note, c'est vous avez réussi votre épreuve synthèse ou non. Et donc, le cours intégration porte finalement l'épreuve synthèse de programme. Mais pour répondre à votre question, c'est un cours en soi sur une session. Ce n'est pas ajouté au cours que vous suivez, c'est vraiment un cours que votre jeune ou vous-même, si c'est une question d'un étudiant, allez suivre à la 4e session. Au niveau des examens, Narcisse, au niveau des échéanciers, il y a combien de gros examens par session habituellement dans les cours de sciences? Alors, dépendamment, la première année est un peu différente de la deuxième année. Donc, si je prends en première année, habituellement, pour les cours de sciences, il y a 2 intras. Donc, en plus des petites évaluations dont je vous parlais tout à l'heure dans les premières semaines de cours pour dépister les difficultés, il y a généralement 2 intras, parfois 3. Donc, un examen intra qui pourrait être un premier d'une pondération plus faible, 10%, le deuxième 15%, le troisième 20%, mais on va dire 2 intras généralement, et un examen final qui est fait donc à la fin de la session. Si je prends la session d'automne, ça sera fait en décembre. Et ce qui est particulier à Brébeuf, j'en parlais un petit peu dans la présentation, c'est qu'en début de session, tous les professeurs de sciences d'une cohorte, première année et deuxième année, profil Eureka, sciences santé, sciences pures, se rencontrent et puis on regarde le calendrier des examens. Et on s'assure qu'un étudiant, qu'un groupe en fait, n'ait pas plusieurs examens de sciences la même semaine. Imaginez que on a un examen de physique le lundi, puis un examen de mathématiques le mardi. On s'assure avec les professeurs qu'il soit possible pour le professeur de mathématiques, par exemple, de le mettre la semaine précédente ou de le mettre la semaine suivante en continuant la matière. Tout ça pour permettre à nos jeunes d'avoir un seul, autant que possible, gros examen de sciences par semaine. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être vécu au secondaire, c'est d'avoir dans la même journée un examen de maths, un examen de biologie, le lendemain, un autre examen. Donc, ça n'arrivera pas à Brébeuf autant que possible. Il y aura un seul gros examen de sciences par semaine. Donc, si vous prenez, par exemple, pour les cours de sciences, 3 cours de sciences dans une session, prenons biologie, physique et mathématiques, par exemple, ben, dans chacun des camps première année, 2 intras durant la session qui est sur 15 semaines, l'examen final par la suite. Et en deuxième année, très souvent, il y a un seul intra et un seul final. Pourquoi un intra? Pour préparer finalement les étudiants à ce qu'il va y avoir à l'université. À l'université, c'est souvent intra-final, mais il y a à travers ça des rapports de laboratoire, des plus petits travaux, des travaux en équipe, donc il y a beaucoup d'autres petites évaluations. Mais en termes d'examen, c'est 2 intras en première année et un final, un examen intra ou 2 en deuxième année et l'examen final par la suite. Quel est le taux de diplomation en sciences nature, Narcisse? Tout à l'heure, j'en parlais, c'est autour de 70%. C'est-à-dire que plus de 2 tiers de nos étudiants terminent en 2 ans, en 4 sessions. Et ça, c'est quelque chose qui est particulier parce que quand on compare au réseau public, c'est vraiment largement en dessous de ce taux d'obtention du DEC en durée prévue de 4 sessions, 2 ans. Et ça s'explique de plusieurs façons. J'en parlais tout à l'heure, l'encadrement qu'on offre à nos étudiants, évidemment, le fait qu'il y ait aussi un effet de cohorte, hein, une forme de culture de la réussite. Les étudiants veulent bien réussir, veulent avoir de bons résultats. Les activités parascolaires qui les motivent, qui les gardent toujours actifs. Et donc, au final, on est très fiers d'être le collège francophone qui a le meilleur taux de diplomation en durée prévue. 70% de nos étudiants et plus l'obtiennent en 4 sessions.
Donc, c'est bien important d'insister sur que c'est la durée prévue, le 70%. Évidemment, nous faisons toutes sortes de suivis sur les statistiques. Une autre statistique qui est importante, bien sûr, c'est la rétention dans le collège. Pourquoi 70%? Que sont devenus les 30%? C'est très, très variable. Malheureusement, oui, un petit nombre peut quitter le collège pour de multiples raisons entre le début de ses études et la fin de ses études collégiales. Heureusement, c'est une très, 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 très faible minorité. Dans d'autres cas, un étudiant peut s'apercevoir après sa première session, « OK, ouais, je me suis peut-être inscrit en sciences parce que je n'étais pas trop certain de ce qui m'intéressait, mais à la lumière des cours suivis, je m'aperçois que les sciences, finalement, ce n'est pas pour moi pour un choix de carrière. Je suis intéressé, mais je vais me diriger davantage en sciences humaines. » Donc, il y a des changements de programme qui arrivent. Et il y a également aussi une petite quantité d'étudiants qui peuvent avoir eu des petites embûches en cours de route et vont diplômer après une 5e session. Donc, en termes de taux de diplomation globale, c'est aux environs de 95% des étudiants qui vont entrer à Brébeuf en sciences de la nature et qui vont finir par obtenir un DEC au collège. Là, c'est de voir est-ce que ça va se décliner en temps réglementaire, en temps prescrit de 4 sessions, la prescription étant aux yeux du ministère. Est-ce que ça va être dans le même programme? Mais nous, ce qui importe aussi, c'est que ça soit dans le même collège. Question de structure programme, Narcisse. Donc, tout à l'heure, tu as présenté la structure des profils avec les cours qu'on appelle de formation spécifique. Qu'en est-il de la formation générale? Est-ce qu'on fait de la philo, de la gym, du français au collégial, même en sciences santé? Oui, absolument. Tous les cours de formation générale qui se donnent, en fait, dans tous les cégeps se donnent évidemment à Brébeuf également. Donc oui, il y a des cours de français, de littérature, il y a des cours de philosophie, des cours d'éducation physique, il y a des cours d'anglais qu'on offre et puis on a des tests, des examens pour tester le niveau d'anglais pour que l'étudiant suive un cours en fonction de son niveau en anglais. Donc oui, absolument, à travers les cours de sciences. Donc tantôt, je parlais des cours de sciences, 9 cours de tronc commun, un cours d'intégration, 2 cours de formation spécifique, ça fait 12 cours. Et il y a aussi à peu près le même nombre de cours de formation générale que les étudiants doivent suivre. Donc 3 cours de littérature, cours de philosophie, un cours ou 2 cours d'éducation physique, je ne veux pas dire, donc je pense 2 cours d'éducation physique. Et on a également des cours complémentaires que les étudiants peuvent choisir. Ils ont un choix, où il y a une grille qui est présentée sur le site web avec les possibilités de cours complémentaires. Et donc, vous pouvez choisir un cours complémentaire qui va vous permettre d'approfondir vos intérêts en sciences ou dans un domaine comme le cinéma, par exemple. On a un cours qui s'appelle Santé, sport et sexualité, qui va donc approfondir des concepts en santé, en sport et en sexualité. Donc, tout dépend des goûts, tout dépend de ce que vous avez envie de suivre comme cours complémentaire. Je vais prendre le micro à nouveau. Étant donné qu'on a parlé un peu tantôt de la structure de l'horaire avec les périodes de dîner entre 8h30 et 5h30, ainsi de suite, j'ai plusieurs personnes qui me demandent où peut-on trouver l'horaire de cours. Il faut bien comprendre qu'au collégial, la structure, elle est différente du secondaire. Oui, quand on magasine une école secondaire, on peut avoir accès à ce qu'on appelle l'horaire maître et de voir où le français se situe dans la semaine ou dans la journée. Même chose pour tous les autres cours. Au collégial, la structure, elle est très, très différente. Il y a différents profils d'études. Il y a des cours au choix, puisqu'un étudiant va choisir ses cours d'éducation physique, va choisir ses cours complémentaires. Donc, il y a presque autant d'horaires différents qu'il y a d'étudiants dans le collège. Donc, on ne peut pas présenter d'horaire maître. Il varie. La seule chose qu'on peut publier et ce que vous pouvez retrouver sur notre site Internet dans les programmes d'études, c'est l'accès à ce qu'on appelle les grilles de cheminement. Autrement dit, dans un cheminement régulier, quels vont être chacun des cours qui vont être suivis à chacune des sessions. Et vous avez accès également à ce qu'on appelle le bottin des cours, donc la description complète des cours en question, en éléments de compétences ministérielles, d'objectifs et de contenu de cours. Mais l'horaire, lui, un horaire maître en tant que tel, malheureusement, il n'existe pas.
La place de l'informatique, est-ce que ça débute dès la première session dans le profil sciences pures? Ça dépend de ce qu'on appelle l'informatique. Si on parle de la programmation en tant que telle, le cours de programmation, comme tous les cours qui distinguent les différents profils d'études, c'est à la session 3 et 4 qu'il se trouve. Donc, il s'effectue en sciences pures, que ce soit Eureka ou régulier, à la session 3. Toutefois, quelqu'un qui est en sciences pures et appliqué, une des raisons pour lesquelles les groupes sont homogènes, c'est certain qu'on veut initier dès la première session à une certaine forme d'algorithmie. On n'utilisera pas cependant un langage informatique, forcément, bien qu'en mathématiques, il y a une petite utilisation de Python qui est faite dès la session 1 pour le cours de calcul différentiel, mais l'algorithme, essentiellement, on va le faire avec Excel. Pour tous les étudiants, il y a la formation Magellan. Là, on parle plus de cours de TI, de technologie de l'information. Donc, comment être à l'aise dans l'environnement technopédagogique du collège, comment utiliser les fonctionnalités avancées dans Word pour la mise en page, table des matières, liste des figures, faire une recherche documentaire avancée. Même chose avec Excel, beaucoup de capsules d'Excel pour faire de la modélisation, faire des graphiques et faire du traitement de données de façon compétente et efficace. Ça, c'est à la session 1 que les TI se donnent pour tout le monde, mais la programmation, c'est en deuxième année. Narcisse, si on veut initier un projet de recherche pendant nos années au Cégep, est-ce qu'on peut avoir le soutien d'un de nos professeurs? Je me mets en direct. Oui, absolument. Si vous avez des idées de projets de recherche, si vous voulez participer, par exemple, à des concours comme Expo Sciences, évidemment qu'il y a des professeurs qui vont vous encadrer. Pour Expo Sciences, c'est un professeur de chimie qui s'en occupe. Et donc, vous n'avez qu'à communiquer. Vous allez voir en début d'année, dans la communauté Omnivox, vous allez avoir une communauté qui s'appelle Club Scientifique. Et à travers cette communauté, il y a des documents avec une FAQ qui présente finalement chacune des activités avec les responsables. Donc, si vous êtes attiré par un domaine en particulier, vous n'avez qu'à communiquer avec le professeur responsable, lui présenter le projet de recherche que vous aimeriez effectuer. Et puis là, il peut vous diriger en fonction des différentes compétitions, différentes activités dans lesquelles vous pourriez, en fait, réaliser ce projet. On a par exemple le défi Biogenius, où les étudiants doivent soumettre un projet de recherche et ensuite vous êtes encadrés, les étudiants sont encadrés par un laboratoire de recherche, donc un chercheur universitaire qui va vous aider à réaliser votre projet de recherche. Pour Expo Sciences, ça peut être fait évidemment en partie au collège, mais ça peut être fait aussi à l'extérieur si vous êtes affilié à un laboratoire de recherche. Et puis pour tous les autres projets que vous auriez en esprit, que vous aimeriez matérialiser, il faut vraiment prendre le temps de vérifier qui sont les responsables et de ne pas hésiter d'en parler avec vos professeurs pour pouvoir mettre sur papier votre idée si elle n'est pas encore mûrie complètement, puis éventuellement trouver la bonne activité pour la réaliser. Oui, c'est bon. Ton micro n'est pas allumé. Oui, merci. Merci, Narcisse. Évidemment, je ferme le micro, étant donné que je fais aussi du clavardage, je veux éviter que ça fasse du clic-clic dans vos oreilles. Donc, la question un peu plus technique ici, c'est est-ce que le collège est familier avec les étudiants du système français? Ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure dans les écoles sources, c'est que oui, dans notre bassin démographique, il y a Stanislas, il y a Marie de France, et oui, nous avons de nombreux élèves en provenance de ces lycées français qui viennent à Brébeuf. Nous avons quelques étudiants de l'étranger aussi qui vont arriver avec une première du système français. Donc oui, nous sommes à l'affût et les bulletins sont analysés bien sûr différemment. On ne prend pas les notes sur 100, évidemment, les notes sont sur 20 dans le système français. Donc, si je vous parle d'une moyenne de 75% pour l'admission en sciences de la nature, 75% au prorata, ça donnerait 15 sur 20, pardon, mais ce n'est pas 15 sur 20 qu'on demande au bac français, dans le système français. Et il y a une correspondance qui est faite au niveau des résultats. En principe, pour qu'un étudiant de Stanislas ou de Marie de France
arrive au collégial avec une seconde, il faut qu'il soit inscrit à ce qu'on appelle les compléments québécois en physique, en chimie et en mathématiques, question de s'arrimer. Sinon, il faut avoir une première dans le système français pour pouvoir accéder aux études collégiales. Mais dans les faits, ce n'est pas forcément propre à Brébeuf. C'est en lien avec les structures reconnues scolaires pour avoir un équivalent finalement d'un secondaire 5, ainsi que les préalables. Et comme mentionné tout à l'heure, les préalables pour rentrer dans un DEC sciences de la nature, ils sont standardisés par le ministère. Nous parlons des mathématiques secondaire 5, soit en technico-sciences ou en sciences naturelles, le cours de chimie secondaire 5, ainsi que le cours de physique secondaire 5. Donc, je crois que ça fait vraiment bien le tour des questions. Souvent, les autres questions auxquelles nous n'avons pas répondu, ce sont des questions qui vont être abordées dans de futurs ateliers. Donc, oui, si vous assistez, par exemple, à la présentation de Mme Maisonneuve vendredi sur le processus d'admission, vous aurez davantage d'informations sur le processus en tant que tel, quand est-ce que le module d'admission est ouvert, quand est-ce que nous rendons des verdicts, comment on peut s'inscrire. Donc, vous aurez des informations à ce moment-là. J'ai beaucoup de questions relatives à la cotère. Est-ce qu'il y a des avantages à Brébeuf? Est-ce que c'est le BI? Est-ce que c'est le DEC qui donne la meilleure cotère? C'est quelque chose de complexe, la cote de rendement collégiale. Je donne une présentation demain soir à 19h à cet effet. Donc, je vous invite très fortement à vous inviter à cette présentation. Donc, j'aurai davantage de statistiques et davantage d'informations à vous donner pour démystifier le tout, étant donné que la cotère, ce n'est pas l'unique variable utilisée par les universités, mais c'est quand même une variable qui est très importante. Donc, c'est bien important à ce moment-là d'assister aux réunions en question. Donc, Narcisse, je te laisse reprendre le micro pour le mot de la fin. OK, alors, encore une fois, merci beaucoup de votre temps. Merci de votre attention. Merci pour toutes vos questions. N'oubliez pas que si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous écrire. Dans la présentation, j'ai présenté mon courriel. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Mon nom est Dorin Narcisse Guizovan. Vous pouvez le trouver facilement sur le site web du collège. Encore une fois, bonne réflexion. N'oubliez pas de vous inscrire aux autres présentations cette semaine pour avoir toutes les informations sur les autres programmes. On a vu vos questions, plusieurs concernaient aussi le BI, le programme Sciences et Triards. Donc, inscrivez-vous à ces présentations et puis en espérant que vous ayez toutes les informations nécessaires pour faire le choix qui est le meilleur pour chacun d'entre vous. Je m'adresse spécifiquement aux jeunes. Il n'y a pas de programme qui est taillé pour tout le monde. Les programmes, il y en a évidemment plusieurs. Il faut trouver le programme et ensuite le profil qui vous correspond le mieux. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et puis, au plaisir de se revoir à Brébeuf très bientôt. Je termine la présentation. Terminé. Arrêtez l'événement en direct.